Avec le succès de la Fiat 600 et la Topolino qui commence à prendre de l'âge, eh bien Fiat va commencer à réfléchir à une petite voiture qui se placerait sous la première et qui réitérerait le succès de la seconde. Vous allez voir, dès le départ, le succès de la Fiat 500 n'était pas garanti, mais la petite Fiat va finir par totalement éclipser sa grande sœur, la Fiat 600. Bienvenue sur la chaîne des Siens, moi c'est Guillaume et on est parti pour un nouvel épisode Histoire. Un peu de contexte pour commencer. La Fiat 600 apparaît en 1955 et le succès est immédiat, avec ses 4 places, son habitabilité et son petit moteur pétillant. En dessous d'elle, on retrouve la Fiat 500, dite Topolino, qui fait référence à une célèbre souris américaine, Mickey Mouse. C'est dire sa popularité de l'autre côté des Alpes. La Topolino est tellement un succès qu'elle est produite sous différentes licences. En Allemagne avec Enesu, en Inde, en Autriche avec Ster, en Pologne avec Fiat Polski, mais aussi en France avec Simca, où elle devient la Simca 5 et 6. Malheureusement, la Topolino accuse le poids des ans et malgré son succès, son remplacement devient nécessaire. En effet, la petite Fiat est apparue en 1936 et elle est désormais complètement larguée sur le marché. L'apparition de nouvelles technologies renvoie la Topolino à la préhistoire de l'automobile. Bref, chez Fiat, on commence à réfléchir à une nouvelle citadine qui a le même objectif que la 500 Topolino ou la 600, motoriser les ouvriers italiens avec un véhicule simple, spacieux et abordable. Ainsi voit le jour le projet qui mène à la Nuova Fiat 500. Vittorio Valletta souhaite une voiture qui vienne épauler la Fiat 600, mais qui a un aspect beaucoup plus économique, qui puisse être le plus accessible possible auprès de la classe ouvrière italienne. En gros, la voiture doit coûter le salaire annuel d'un ouvrier italien de l'époque. D'ailleurs, le nom de Nuova 500, enfin Nuova 500, eh bien fait écho à la Topolino qui a comme nom de base, eh bien 500. Le remplacement de la Fiat Topolino n'est pas une mince affaire. On parle tout simplement de la meilleure vente au monde durant sa carrière. Fiat démarre le projet de la Nuova 500 en 1947 afin de parvenir à la meilleure voiture du monde, rien que ça. Le remplacement de la Topolino démarre mal, car tous les projets mis en place n'aboutissent pas. Pire, Dante Giacosa, qui vient de terminer le projet 100, c'est-à-dire la 600, décide de reprendre totalement le projet. En gros, notre homme se dit que si en Italie, personne ne sait faire une aussi petite voiture, eh bien il va demander de l'aide ailleurs. Et pour cela, ce n'est pas compliqué, car en Europe, Fiat a plusieurs sociétés satellites qui gravitent autour d'elle, et donc trouver des gens qui ont des idées ne sera pas compliqué. Vous n'êtes pas sans ignorer que Fiat possède de nombreux satellites en Europe. Il a ainsi des partenariats avec la Pologne, Fiat Polski, mais il a aussi des contacts avec l'Allemagne et Enesu. Et c'est vers ce dernier que Dante va se retourner en demandant un petit coup de main, tout simplement. Okay, let's go. Et ça tombe bien, car Fiat Enesu est bien en train d'étudier une petite voiture à l'aspect économique qui correspond totalement au cahier des charges du groupe Fiat. Ce projet est équipé tout simplement d'un petit moteur de moto. En Italie, Dante va lancer à son tour un nouveau projet avec ses équipes afin de les mettre en concurrence avec Fiat Enesu. En 1953, un premier prototype va voir le jour et cette petite Fiat va puiser son inspiration dans la récente Fiat 600. À l'arrière de la voiture, on retrouve un nouveau moteur de 500 cm3 qui est refroidi par air. L'intégralité de la voiture ainsi que le moteur est totalement conçu par les équipes de Dante et lui-même, car je vous rappelle que Dante Giacosa est absolument un maître en la matière. Il est excellent, c'est un visionnaire et il a toujours visé juste en termes de technicité, de motorisation, enfin bref, le mec était un très bon. Bon, comme le projet allemand semble avoir le feu vert de la direction, eh bien chez Fiat on lance un appel d'offres pour la réalisation d'un moteur en V inspiré du monde de la moto et c'est la marque de moto Guzzi qui en a les faveurs. En 1955, Dante présente 2 maquettes. On découvre la Fiat Enesu allemande et la fameuse Mini 600 de notre ingénieur. On dit que le proto-allemand est innovant comparé au projet italien, mais pour le coup, chez Fiat, on va la jouer fine et Vittorio Valletta, président de la marque, tranche. Il choisit le projet de Dante. Alors la nouvelle petite Fiat va aussi avoir une
sœurs jumelles, puisqu'on retrouvera tous les éléments techniques de la 500 chez Otto Bianchi avec la Bianchina. D'ailleurs, la Fiat 500 est tellement une réussite technique, et bien que Dante va recevoir en 1959 le Compas d'Or, une sorte de festival de Cannes des designers. Pas mal, non? Pour en revenir à la Fiat 500, les innovations technologiques permettent de transformer d'une certaine manière l'industrie automobile italienne. Les avancées de construction vont permettre à Fiat d'appliquer une recette ultra moderne à l'époque, la carrosserie autoportante avec des suspensions indépendantes. Ce choix apparaît sur la 600, mais la même recette sera appliquée à la petite 500. Du côté du design, la 500 est une 600 en réduction. La partie arrière incurvée qui recouvre le moteur évoque pour sa part la 600. La partie avant renouvelle totalement l'esprit de la 600, mais avec un capot coquille qui enveloppe à son tour les garde-boue sans être raccordé au phare avant. Qu'est-ce qu'elle est mignonne cette petite Fiat! Par mesure économique, la Fiat 500 profite d'un toit en toile, non pas parce que ça fait joli en Sicile ou sur le port de Saint-Tropez, mais parce que l'acier coûte un rein à l'époque. Le choix d'un moteur refroidi par air est aussi une solution économique. Dante Giacosa veut la mécanique la plus simple et aux frais d'entretien les plus réduits possibles. Maintenant que les bases sont posées et que la voiture est prête, il ne reste plus qu'à la présenter. Eh bien, une première présentation va avoir lieu le 1er juillet 1957 à Rome, devant le Premier ministre italien de l'époque. Mais il va y avoir un événement qui va être marquant à jamais dans l'histoire de la Fiat 500, c'est la fameuse date du 4 juillet 1957, date à laquelle la voiture est présentée au public. Et vous allez voir, c'est un show digne de Taylor Swift. Durant l'opération du 4 juillet 1957, on va voir défiler des dizaines de Fiat 500 à travers les rues de Turin. Le défilé parcourt les rues depuis l'usine de Mirafiori, à l'extérieur de la ville de Turin, jusqu'au centre-ville. Parmi la 500, on retrouve d'autres gloires du passé du constructeur. L'événement est tel qu'il figure encore aujourd'hui comme un marqueur marketing dans le lancement d'une bagnole. D'ailleurs, la même opération aura lieu le 4 juillet 2007, date à laquelle la nouvelle 500, enfin le modèle actuel qui est toujours produit, vous avez compris, eh bien, se renouvelle. D'ailleurs, je rebondis sur un truc, vous allez me prendre pour un débile ou pas, mais j'ai d'ailleurs toujours pensé qu'il y avait un événement spécifique cette date-là. Je pensais que c'était un jour férié ou une fête nationale italienne. Non, c'était juste le lancement d'une putain de bagnole. Il y avait vraiment genre zéro rapport, quoi. C'est vraiment propre à Fiat le 4 juillet. Je suis très désappointé! La Nuova Fiat Cinquecento, oh l'accent pété, s'articule comme vous l'avez deviné comme une petite 600. À son lancement, la petite italienne n'est pas vendue comme une citadine, mais elle est vendue comme un super utilitaire. En gros, un Fiat Ducato quoi. Elle est voulue plus petite, plus économique que la 600 et donc vendue à un prix beaucoup plus bas que sa grande sœur. Pourtant, ça démarre mal pour la petite Cinquecento car le public la trouve bof. Mais c'est de la merde! La voiture est en effet très dépouillée. On retrouve des portes suicides, pas de chrome, un modeste bicylindre refroidi par air de 479 cm3 et une puissance vraiment pas folle de 13 chevaux à 4000 tours minute. La petite voiture annonce une vitesse max de 85 km/h. Bon, pas de quoi décorner un bœuf, mais sachez tout de même que la petite italienne bat au poteau la Citroën 2 chevaux qui à son lancement annonçait une vitesse maximum de 65 km/h, puis 80 km/h à partir de 1961. Bon alors, le lancement est une réussite, mais la carrière commerciale de la Fiat 500 est mauvaise. Mais il faut aussi avoir en tête que la Fiat 500 débarque seulement 2 ans après l'arrivée sur le marché de la Fiat 600 et qui elle est un véritable succès. Mais la Fiat 500 a un premier handicap, c'est qu'elle n'offre que 2 places. La Fiat 500 est donc sous le feu des critiques, le constructeur turinois réagit rapidement en modifiant la gamme. La version de base prend le nom d'Economica, et elle est secondée par une nouvelle version normale, qui se distingue par des vitres avant descendantes, des enjoliveurs de roues, l'apparition du chrome et surtout une banquette arrière qui la transforme en voiture 4 places. Le petit bicylindre est revu grâce à un nouvel arbre à cam et un carburateur qui booste la puissance à 15 chevaux. Ce n'est pas tout, jugé trop cher, Fiat baisse également le prix de la voiture. En 1958, la version Economica s'écoule tout de même à 28 438 exemplaires. Dans les mémoires de Dante Giacosa, il reconnaît qu'il y a eu un raté avec l'offre de la Fiat 500. Il reconnaît même lui-même que la voiture est beaucoup trop dépouillée. C'est pas Versailles, putain!
Mais cette voiture avait un objectif. Dans les années 50, le Vespa et autres scooters gagnent du terrain en Italie et la Fiat 500 devait se poser en alternative à l'achat d'un Vespa pour les Italiens. Toutefois, la version normale va permettre à la 500 de voir enfin ses ventes décoller et le succès qu'on lui connaît. En 1958, Fiat dégaine la version Sport qui développe 21,5 chevaux et qui se distingue par ses couleurs blanches à bandes rouges avec ou sans le toit découvrable. Mais c'est pas tout parce que la Fiat 500 peut enfin dépasser la barre des 100 km/h en vitesse de pointe. Et ça c'est quand même plutôt pas mal. Avec 105 km/h en VMAX, grâce à l'ajout d'un rapport plus long au niveau de la boîte. Mais surtout, quelques mois plus tard, débarque un certain Autrichien piqué d'un scorpion qui va transformer la Fiat 500 en Bignonotto en une terrible voiture de course. Non, je ne parle pas d'Adolphe, mais je parle de Karl Abarth. Il va piquer la petite italienne, sans oublier Giannini, mais on y reviendra dans un autre épisode évidemment. La voiture va donc évoluer au fil des millésimes. 1959 marque l'arrivée au catalogue de la Fiat 500, dotée d'un petit toit en toile, juste au-dessus des passagers et avant. On parle de la Tetto Apribile. Sans oublier la version découvrable, déjà au catalogue, la Transformabile. La Transformabile. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour avoir des cours d'italien. Les normes italiennes évoluent et la 500 voit l'emplacement de ses clignotants sur les ailes migrer sous les feux. Petit mot sur la version découvrable, la Transformabile. L'adoption d'un toit en toile permet de réduire le prix de la voiture de 20%. La puissance augmente et la voiture affiche désormais 16,5 chevaux. Sachez aussi que la Fiat Transformabile est plutôt connue sous le nom de Fiat 500C. En 1960, Fiat revoit la gamme et on voit arriver la Fiat 500D. Le bloc moteur gagne encore en puissance avec 17,5 chevaux. La banquette arrière est enfin rabattable et la même année arrive la version Break, la fameuse 500 Giardiniera, qui s'allonge de 21,5 cm. Elle deviendra la Familiare quelques années plus tard. En 1965, la Fiat 500 abandonne les portes suicides pour des ouvrants désormais plus conventionnels, qu'on nomme tout simplement dans le bon sens. En 1968 arrive aussi la Fiat 500L. Alors non, pas le fameux monospace que vous croyez. Non. La vraie Fiat 500L avec la Fiat 500F qui se la joue plus bourgeoise. La Fiat 500F adopte plus de chrome et des gouttières de toit. Alors point d'Alcantara et d'écran XXL à bord, vous en doutez, on est dans les années 60. La même année, la Fiat 500 adopte le nouveau logo Fiat, un fameux rectangle à fond bleu et argenté sur les voitures. N'oublions pas aussi l'arrivée au catalogue de la Fiat 500R et son moteur issu de la Fiat 126. La Fiat 500R reprend le bloc de la Fiat 126, dégonflé à 18 chevaux contre 23 pour la 126. Alors pour la petite histoire, alors que la 126 doit prendre la place de la 500, Fiat se décide de remettre le couvert une dernière fois avec une Fiat 500R pour renouvelé. Faut dire que la petite italienne continue plutôt à bien se vendre sur le marché italien. Pour l'occasion, les chaînes de la Fiat 500 quittent le site de Termini Imerese en Sicile pour celui de Desio, proche de Milan. Alors sachez tout de même que la Fiat 500 a eu un rôle social important en Italie, que le site de Termini en Sicile a été construit dans le but de construire la Fiat 500. Mais il a surtout été construit pour sortir de l'agriculture et créer un bassin d'emploi sur l'île sicilienne, qui était encore à l'époque très agricole. Après bientôt 20 ans au catalogue, la Fiat 500 fait ses adieux au marché français en 72 en abandonnant les versions 500F et L, tandis qu'en Italie, la 500R prend la suite. Et cette dernière disparaît à partir de 1975. À ce jour, la version la plus vendue, ça reste la Fiat 500L. Ne me demandez pas pourquoi. Alors au final, la Fiat 500, c'est tout de même plus de 3 700 000 exemplaires produits, dont auxquels il faut rajouter 326 000 breaks Giardiniera. Alors, la petite Fiat, là, parce qu'on arrive à la fin de la vidéo, donc ça y est, on peut en parler de tous ces dérivés. La petite Fiat va servir à d'innombrables dérivés, et auxquels on peut citer Bertone, Abarth, Pininfarina, Zagato, Autobianchi, Frua, Gia, Giannini, etc. etc. J'espère que ça vous a plu, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires
historique sur l'automobile, abonne-toi. Et pour finir, la Fiat 500 n'a pas été que fabriquée sur le site sicilien de Fiat, et la voiture a aussi été produite sous différentes licences, puisqu'on peut citer l'Allemagne, chez Fiat Nectar ou NSU, comme vous préférez, en Autriche, chez Sterpusch, j'ai un accent allemand complètement à chier. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo sur la Fiat 500. J'espère que ça vous a vraiment plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo, à la partager, bref, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ouais, l'histoire de la Fiat 500, elle est ultra riche, elle est ultra intéressante. Donc oui, j'ai peut-être skippé certaines versions de la 500. On prendra le temps de revenir sur une vidéo avec Abarth et Giannini, parce que bon, on peut pas passer à côté, c'est quand même deux véhicules marquants dans la gamme Fiat. Vous l'avez compris, la 500 c'est véritablement un mythe national italien, au même registre que notre 2 chevaux national. Bref, je vous remercie de votre fidélité, je vous dis très bientôt et ciao.